Brown, le grand intérêt de ce livre qui vient de paraître, c'est qu'elle explique, je l'ai dit déjà, la fois dernière, elle explique que le néolibéralisme, par la façon dont il fonctionne, évide la démocratie. Elle a un mot pour ça, elle parle de dédémocratisation. Et la société ingouvernable, mentionnée également la fois passée, là c'est depuis l'entre-deux-guerres depuis, disons, la guerre jusqu'à aujourd'hui, la façon dont les gouvernements et les entreprises, les grandes, hein, les très grandes, les multinationales évidemment, les entreprises dominantes, ont procédé pour gérer les luttes, les mouvements ouvriers, toutes les résistances auxquelles ils se sont heurtés dans la société ou dans les entreprises. Et puis, ça c'est nouveau, je n'ai pas encore mentionné, de notre servitude involontaire, Alain Accardo, que vous connaissez peut-être. Donc là, lui, il explique en quoi nous sommes dominés à l'insu de notre plein gré. C'est très intéressant. Alors, aujourd'hui, voilà le plan. Je vais faire une introduction sur le sens commun, parce que c'est quand même le thème, hein. Donc je vais faire une introduction sur le sens commun. Je vais m'attarder sur les fondements philosophiques du néolibéralisme. Je ferai après un pas de côté, je changerai un tout petit peu d'angle. Le premier angle sur les fondements philosophiques, ce sera plutôt l'individu. Et ensuite, je passerai au sujet néolibéral. Je vais préciser les différences que je vois entre les deux. Après, quelques réflexions sur les pathologies du sujet néolibéral et viendra le moment de la conclusion. Alors, par rapport à la fois dernière, j'étais l'autre jour dans une perspective historique. Je suis parti de, grosso modo, des années 1880, je suis arrivé aux années 1980. Bon, aujourd'hui, non. Je suis dans une perspective analytique, c'est-à-dire que je prends le néolibéralisme tel qu'il s'est plus ou moins stabilisé, là je simplifie, mais tel qu'il s'est plus ou moins stabilisé, disons, dans les 30-40 dernières années, et c'est ce libéralisme-là que j'essaie d'analyser. Je vais être moins sur, par rapport à la fois dernière, moins sur la sphère économique, juridique et politique. Je serai plus sur des choses qui relèvent de l'idéologique, du médiatique, etc. Foucault appellerait ça les techniques de gouvernement, la gouvernementalité. Bien sûr, je vais revenir sur des choses qui ont déjà été dites, mais vous verrez, je vais les envisager d'une manière différente. Différence entre individu et sujet, j'ai prononcé ces deux mots. Alors, que nous dit là-dessus le dictionnaire technique et critique de Lalande, qui est la grande référence des philosophes, première édition 1926, Puf Quadrige 2002. Je ne vais pas vous asséner toute la définition, je vais juste me contenter de prendre dans cette définition du dictionnaire de Lalande ce qui concerne mon sujet. Et donc je vais laisser totalement de côté tout ce qui a trait à la logique, à la physique, à la biologie ou à la statistique, etc. Mais que dit le dictionnaire de Lalande? Pour l'individu, il le définit comme un être singulier, formant un tout concret, reconnaissable et indivisible, et définition qui conduit immédiatement à la notion d'individualité.
cet individu et cette individualité vont être mis en tension, si on prend les choses du point de vue de la sociologie par exemple, vont être mis en tension avec un grand tout qui est la société. L'individu d'un côté, la société de l'autre. Si on prend les choses du côté de la sociologie, d'un point de vue sociologique. Quand on dit sujet, Lalande toujours, et j'élimine tout ce qui ne m'intéresse pas, Lalande dit c'est l'individu, mais en tant que soumis à l'autorité d'un souverain. C'est-à-dire en pratique, pour moi, aujourd'hui, aux lois de l'État ou bien aux actions du système médiatique, idéologique et médiatique, par exemple. Si on parle du politique, le sujet, c'est le citoyen. Bien, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. Voilà, le sujet, il est mis en tension, non pas avec la société, mais avec le peuple. Voilà le distinguo qu'il faut faire. Alors, sur le sens commun, je vais faire signe du côté de Gramsci, bien entendu. J'en profite pour revenir sur des choses qui ont déjà été dites l'an dernier à propos de Gramsci lors du séminaire de l'an dernier. Gramsci dit du sens commun, je le cite, qu'il est la philosophie des non-philosophes. La philosophie des non-philosophes, c'est-à-dire la conception du monde, je le cite toujours, absorbée acritiquement, donc de manière non critique, acritique, par les différents milieux sociaux et culturels dans lesquels se développe l'individualité morale de l'homme moyen. Par rapport à l'unité et à la cohérence d'un ordre intellectuel, conception intellectuelle, le sens commun se caractérise par des principes et des préceptes indémontrables et non scientifiques. Pour Grisoni et Maggiori, qui ont fait un lire Gramsci il y a très très longtemps, dans les années 70, le sens commun fonctionne sur le registre de la croyance et de la foi, il est une quasi-religion. C'est dans ce sens-là que je vais employer le terme sens commun, et pour le reste, je vous renvoie aux vidéos du séminaire Gramsci qui aborde cette question, ou bien, par exemple, à Maggiori, à Grisoni Maggiori, ou bien encore à lire Introduction à Gramsci, que nous avons abondamment conseillé l'année dernière, aux éditions La Découverte, où là vous avez aussi une définition du sens commun. Je ne vais pas plus loin aujourd'hui. Les fondements philosophiques du néolibéralisme. Je vais m'appuyer pour ça sur ce schéma. Donc vous voyez, individu, propriété, marché, liberté, société civile, égalité, état de droit, espace idéologique et médiatique, espace politique. Voilà les grandes notions qui reviennent toujours et toujours. Toujours et toujours, quand c'est le néolibéralisme qui parle, quand c'est le néolibéralisme qui agit, quand c'est son système idéologique et médiatique qui agit. Ce que ça suggère déjà, c'est une première chose, c'est que le néolibéralisme n'est pas seulement une théorie économique. On l'a bien vu le mois dernier. On l'a bien vu le mois dernier, qu'il y avait une approche philosophique assez précise. Donc il faut le redire, ce n'est pas seulement
une théorie économique, c'est une théorie explicative générale qui prend en charge aussi bien la vie privée que la vie publique, et même d'ailleurs les relations internationales, etc. Cependant, bien entendu, la logique d'ensemble, c'est bien la logique économique, qui innerve, qui inonde ou qui imprègne l'ensemble, évidemment. On commence par l'individu. Alors je fais une remarque préalable, je vais aller un peu vite, évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Par contre, j'indique quelque chose que j'ai peut-être dit la fois dernière, c'est que je m'attache à prononcer des mots qui reviennent en permanence qui sont en circulation, hein, qui sont en permanence en circulation. Donc, il faut que vous preniez ces mots que je prononce avec le maximum de densité. Hein, même si je ne rentre pas toujours dans tous les détails, mais ces mots, essayez à chaque fois de vous dire, bah, ça je l'ai entendu, où est-ce qu'on l'entend, où est-ce qu'on, etc. Hein, c'est ça qu'il faut essayer de... Il faut toujours penser à ce que le système idéologique et médiatique utilise. Sur l'individu, c'est pas facile de résumer tout ça, mais je pense qu'on peut dire qu'il y a 5 présupposés étroitement liés, dont on peut partir. Le premier présupposé, c'est que l'être humain est donc un individu qui existe avant et hors de toute relation à autrui. Ça, il faut bien mesurer tous les mots là, l'importance de tous les mots, qui préexistent avant et hors de toute relation à autrui. C'est le premier présupposé du néolibéralisme et qui permet d'envisager le second, le deuxième. C'est que c'est un individu autodéterminé. Autodéterminé, qui se détermine lui-même, qui se fixe ses propres règles. C'est un individu autonome, avec son libre arbitre, et qui peut même aller, ce libre arbitre, dans certaines conceptions, qui peut aller jusqu'à la négation de l'existence de Dieu. Il ne faut pas croire que le néolibéralisme serait forcément rétif à la négation de l'existence de Dieu. On trouve des versions qui nient l'existence de Dieu. Donc, c'est un individu autodéterminé. Troisième présupposé, de l'individu autodéterminé, on va passer au troisième présupposé, qui est l'individu responsable. Il est autodéterminé et responsable. Il est le seul responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il est. Et par ailleurs, la capacité de vouloir individuel, la volition, V-O-L-I-T-I-O-N, volition, elle est par principe égale entre tous. Par principe égale entre tous. Dans la réalité, c'est, on le sait tous, un petit peu différent. Et eh bien, quand ce n'est pas le cas, dans le néolibéralisme, on trouve en général 2 explications. Il y a 2 grandes explications que l'on va toujours plus ou moins retrouver. C'est qu'il y a une différence qui a été imposée par une puissance extérieure. On devine laquelle, hein, Dieu, par exemple, ou bien qui a été une différence, une inégalité qui a été imposée par la nature. Donc, soit par une puissance extérieure, soit par la nature. Le quatrième présupposé, vous allez voir qu'il est dans la continuité des précédents, c'est que nous avons affaire dans le néolibéralisme à un individu qui est égoïste, agressif et prédateur.
quelqu'un qui est mu par ses désirs, par son intérêt, par la maximalisation de son intérêt. Je répète, je redis, parce que j'ai évidemment des scrupules à vous asséner ce genre de choses. Là, je suis en train de vous présenter une synthèse derrière laquelle il y a tous les grands auteurs de philosophie politique du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe, etc. Donc évidemment, je me livre à un exercice qui est un grand exercice de synthèse, et chaque chose là mériterait, d'ailleurs souvent a fait l'objet de livres. Il y a des rayons bibliothèques derrière entiers. Mais bon, donc c'est un individu égoïste, agressif et prédateur, mu par ses désirs et par son intérêt. Il agit toujours, dit Jacques Généreux, toujours et uniquement en vue de son propre intérêt, y compris lorsque cela a pour effet de procurer du bien-être à autrui. Donc même quand on fait le bien, même quand on est gentil avec les gens, là j'emploie des mots, disons, très, très banaux, très populaires, mais c'est toujours par intérêt. Mais cela ne suffit pas d'être égoïste. Là je suis sorti de la citation de Jacques Généreux. Encore faut-il être rationnel. Il faut être égoïste, mais quelque part intelligemment, à bon escient. L'individu doit faire usage de sa raison dans la poursuite de son intérêt. Tous les moyens disponibles afin de, comment dire, il doit sélectionner tous les moyens disponibles en vue d'améliorer son bien-être. Donc un individu égoïste et rationnel. Et cinquième présupposé, cet individu égoïste et rationnel, indifférent au bien et en compétition avec les autres, indifférent à la souffrance d'autrui, eh bien, il est en permanence, il doit être compétitif, il doit performer. Voilà par exemple le genre de mots que nous entendons assez souvent. Il doit performer sans relâche et dans tous les domaines. Et donc on trouve là, on est au bord d'une citation extrêmement connue de Hobbes, « L'homme est un loup pour l'homme ». Thomas Hobbes a popularisé cette fameuse expression, l'a rendue fameuse. Et cela a une conséquence, c'est que l'homme est un loup pour l'homme. Ça veut dire qu'il faut quelqu'un quand même qui assure un minimum d'ordre. Et quelqu'un, il faut une institution. Eh bien, c'est l'État. C'est l'État. Et là, vous avez l'explication du fait que dans le néolibéralisme, même chez Hayek, souvenez-vous de ce que nous avons pu dire de Hayek la fois passée, même chez Hayek, il y a quand même un État. Même si, chez Hayek, c'est vrai que l'État, il est réduit à sa plus simple expression, bien entendu. Dans la théorie de Hayek, puisque l'État cher à Hayek, il faut le préciser, je crois l'avoir dit, l'État cher à Hayek n'a jamais existé nulle part. Et on va dire, heureusement pour nous, bien entendu. Mais, donc, même chez Hayek, donc, il y a un État qui est légitime, vous vous souvenez, sur les fonctions les plus régaliennes. Je dis les plus régaliennes parce que finalement, ça se réduit au bout du bout chez Hayek à la défense contre les puissances extérieures. Cet individu se décline dans plusieurs registres. La sphère, je vais passer très vite là, donc vous avez la sphère économique, bien entendu. Vous avez la sphère juridique, l'individu détenteur de droits, les droits de l'homme. La sphère éthique, l'individu qui est
objet de respect, de dignité. La sphère politique, le citoyen, l'individu citoyen, qui concourt à, comme dit la formule, à la formation de la loi commune. Je dis comme dit la formule parce que bon, on sait ce qu'il en est aujourd'hui. Et puis le sujet philosophique, bon, en gros, c'est l'individu rationnel. Avant de passer à la suite de ce tableau, il faut se poser une question à 500 €. Comment, sur la base de ce que je viens de dire sur l'individu, comment, sur la base d'une telle conception de la nature humaine, peut-on concevoir une société? Le néolibéralisme est-il compatible? Comment le néolibéralisme règle-t-il ce passage de sa conception de l'individu à sa conception de la société? Alors, le néolibéralisme dit il y a une société possible avec cette conception d'individu. Mais il dit, en gros, il dit ok pour faire société, mais à deux conditions. La première, c'est que cela permette, cette société, de mieux satisfaire les besoins que s'il n'y en avait pas de société. Il faut que la société apporte quelque chose à la satisfaction des besoins. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième, c'est que l'association des individus ne soit pas mise en place, ne soit pas décidée, sans leur consentement préalable. Au fond, on peut reformuler ça de la manière suivante. La première condition, ça consiste à dire qu'on est pour une conception strictement utilitaire et économique de la société. Et la deuxième, ça consiste à dire que l'on a une conception contractualiste, Rousseau, par exemple, comme référence majeure. Avec la distinction, c'est qu'avant le contrat, on a l'état de nature, et après le contrat, on a l'état civil. Tout ça, ce sont des distinctions extrêmement classiques dans la philosophie politique. Les deux propositions peuvent être réunies. Elles peuvent être réunies de la manière suivante. Si les individus acceptent de s'imposer des obligations, donc là c'est évocation de la partie contractuelle, ce n'est jamais que de leur intérêt bien compris. Si les individus acceptent de s'imposer des obligations, ce n'est jamais que dans leur intérêt bien compris. Voilà. Et donc, c'est la thèse qui consiste à dire « ok pour l'État, mais réduit à sa plus simple expression, juste pour permettre de sécuriser la quête du bien-être ». Donc, on est de nouveau sur Hayek, dont nous avons parlé la fois dernière. Alors, la quête du bien-être. Cette quête du bien-être, elle entraîne une conséquence, c'est que le néolibéralisme, en fait, il est obsédé par la recherche de l'abondance. La recherche de l'abondance. Et là, interrogez-vous sur ce que sont les réactions des médias, des chiens de garde, chaque fois qu'ils sont confrontés à des partisans de la décroissance. Regardez un petit peu comment ils réagissent. Mais ils perdent leur sang-froid. La décroissance, sûrement pas. Donc,
Le néolibéralisme, c'est intimement lié à la recherche de l'abondance. Cette recherche de l'abondance, à leurs yeux, elle va permettre de faire disparaître toute rivalité pour la possession des biens et pour l'usage des ressources. Donc c'est une recherche qui est, quelque part, pacificatrice. Disons, facteur de pacification. Voilà comment le néolibéralisme, donc, et maintenant je peux passer à la suite, comment le néolibéralisme gère le passage entre l'individu et la société, et vous voyez les conditions qu'il pose à ce passage. Alors maintenant, la propriété. Je vais mettre en avant 4 points. D'abord, le premier à mettre en avant, c'est que quand on parle de propriété, il s'agit exclusivement de la propriété privée, bien sûr. La propriété privée. Et deuxième point qu'il faut souligner, c'est que quand on parle de propriété privée, on laisse soigneusement de côté le fait, la réalité de l'appropriation des produits du travail socialisé telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc on n'entendra jamais dans la bouche d'un certain nombre de personnes, évidemment, évoquer le fait que le travail crée de la plus-value, etc., etc. Tout cela, ce sont des termes qui sont inexistants dans l'espace idéologique et médiatique. Ce qui est considéré, c'est la propriété sous la forme du patrimoine et des revenus, donc qui est qui peut être référé à des personnes ou à des sociétés ou à des entreprises, patrimoine et revenus, mais en priorité à des individus en réalité, et qui va être cette propriété l'indice, la mesure de leur valeur. Donc là aussi, on ne le perçoit pas forcément toujours, mais il faut s'attacher à débusquer dans tout le fatras qui nous est proposé tous les jours, les liens implicites, inconscients, souterrains qui sont faits entre le patrimoine et la valeur. Un lien a été fait historiquement entre le patrimoine et la valeur. Vous vous en souvenez sans doute. C'est au 19e avec le vote censitaire. Voilà. Ça a duré des dizaines d'années. Pour voter, pour être électeur, il fallait payer un certain impôt. Et pour être éligible, il fallait voter un certain impôt plus élevé que pour être électeur. Bon, les femmes n'en parlons pas, elles n'étaient pas dans le coup à cette époque-là, sauf très brièvement. Et donc, voilà un exemple tout à fait remarquable de lien entre le patrimoine, les revenus et la valeur. Ce lien est encore fait aujourd'hui, mais pas du tout de la manière aussi directe qu'employait le vote censitaire, bien entendu. En relation avec cette notion de propriété, je crois que l'on peut mettre la notion de marché. Et là, je voudrais mentionner 6 points. Le premier, c'est que quand on dit marché, évidemment, ce n'est pas marché public, hein, c'est le marché concurrentiel. Cela va de soi. C'est le marché sur lequel les individus font prospérer leur capital, sur lequel les individus performent. Pour cela, ils doivent faire quoi, les individus, pour faire prospérer leur capital sur le marché? Ils doivent interpréter les signaux du marché.
les signaux que leur envoie le marché. Il y en a plein, mais il y en a surtout un. Parmi les signaux en question, c'est les indicateurs prix. Indicateurs prix. Ah. Je vous l'ai dit la fois dernière, j'ai trouvé quelqu'un qui, à la veille du mouvement des Gilets jaunes, dans un média, je ne sais plus lequel, qui disait que l'histoire du prix des carburants, j'ai oublié le détail, hein, mais c'était ça, que l'histoire du prix des carburants, ça consistait à adresser aux consommateurs un signal prix. Et 8 jours après, c'était les Gilets jaunes. Donc évidemment, j'ai plus jamais entendu parler, depuis cette époque, ça remonte à il y a 2-3 mois, je ne sais plus très bien. Donc évidemment, là, les personnes qui disaient ça, on leur a sûrement demandé de se calmer. Mais c'est juste pour dire que c'est ça que les gens, enfin, que les puissants ont en tête. Ils ont ça en tête. Hein. Pas nous, bien sûr, mais c'est ça qu'ils ont en tête. Deuxième chose, pour que tout ça fonctionne bien, il faut que ce soit organisé. Hayek le dit aussi, il faut que l'État s'en occupe. Donc il y a un rôle de l'État pour que le marché fonctionne et que les indicateurs prix soient pris au sérieux, pris en compte, avec des institutions qui permettent que tout cela débouche sur ce qu'on appelle une concurrence libre et non faussée, etc. Troisième chose que cette notion de marché charrie, c'est le fait que la valorisation du capital, elle concerne aussi, elle s'étend aussi au capital humain. D'ailleurs, la formule capital humain est une formule extrêmement répandue dans la littérature. Elle n'est pas trop blacklistée, cette formule. On la trouve assez facilement. Elle ne fait pas partie de ces formules qui sentent vraiment le soufre. C'est une formule que l'on trouve encore par rapport à d'autres. Donc les individus sont incités, incités, on va dire fortement incités à valoriser leur capital humain sur le marché. Et c'est-à-dire à interpréter les indicateurs prix, le prix de la main-d'œuvre, le prix ou les avantages. Alors là, le prix de la main-d'œuvre, bon, il y a l'aspect monétaire, mais il y a aussi les avantages non monétaires à prendre en compte. Ils sont donc invités à se faire entrepreneurs d'eux-mêmes. Formule qui est fréquente. Donc tout le monde peut être mis, quatrième point, tout le monde peut être mis en concurrence sur le marché. Certainement, bien sûr, tous les acteurs du privé, mais aussi, bien sûr, les gens du public. Aujourd'hui, les entreprises publiques se retrouvent mises en concurrence avec des entités privées, ou même au sein d'une entité privée ou d'une entité publique, on va organiser des phénomènes de concurrence. Par exemple, ce que ces messieurs-dames appellent le downsizing. Downsizing, donc faire diminuer la taille, downsizing. Je l'ai bien prononcé celui-là? Oui, oui. J'ai pas révisé mon anglais, hein, je vous le dis tout de suite. Ça me gonfle. Donc, on va
organiser, mettre en place des procédures qui permettent de faire évoluer une organisation, une grande organisation, dans ce sens-là, et avec des procédures adéquates sur le détail desquelles je ne rentre pas, bien entendu. Je cite simplement à la volée des mots, des termes, des expressions et des mots. Donc la culture d'entreprise, orienté client, manager moderne, Plan social. Plan social pour l'emploi, motivation du personnel, incitation pécuniaire, entretien d'évaluation, optimisation des protections statutaires. Ça, c'est pour ne pas dire réduction des protections statutaires. Et la grande doctrine de tout ça, c'est le New Public Management. Mais ça, on ne trouve pas trop. Ça, je pense que ça doit énerver le grand public. Ce n'est pas une formule qu'on trouve dans les médias que nous connaissons. Ça se trouve plus dans les médias justement, du New Public Management. À noter que le marché n'empêche pas la formation de monopoles. Vous ne trouverez pas un discours contre les monopoles dans le néolibéralisme. Ils ne contredisent pas la théorie. Et non, parce que s'il y a des monopoles, c'est qu'il y a des individus extrêmement futés qui ont super bien interprété les signaux du marché, bon sang, bonsoir, ils sont super forts. Ils ont interprété les signaux du marché au quart de tour. Et ils ont constitué un monopole. Voilà. Et pas vous. Mais vous, vous êtes des bœufs. Hein? Mais pas eux. Voilà. Ils ont interprété les signaux du marché. Voilà sur le marché. Sur la liberté. Néolibéralisme, liberté, ça c'est quelque chose évidemment qui a l'air d'être consubstantiel au néolibéralisme. Même chose, premier point, entendons-nous bien, il s'agit de la liberté individuelle. Individuelle. Les libertés collectives, cela n'existe pas. Cela ne devrait pas exister. Ça existe bien sûr. C'est le fruit de l'histoire. Mais ça, dans le principe, ça ne devrait pas exister. Cela ne se voit que dans des régimes autoritaires et dictatoriaux. La liberté individuelle, en gros, quand on regarde, elle est réduite à trois choses. D'abord, à la reconnaissance de la capacité de l'individu à penser et à agir par lui-même. Il a cette liberté de penser et d'agir par lui-même. Le deuxième aspect, c'est, en gros, c'est le respect de son autonomie de pensée et d'action. Il découle du premier aspect. Et enfin, c'est, qui découle des deux premiers, c'est le respect de l'expression de cette autonomie de pensée. Il a le droit de penser ce qu'il veut et il a le droit de l'exprimer. Voilà. Dans cette conception, bien entendu, il n'est pas question de mobiliser à tout propos, et surtout hors de propos, je dirais, les dictats de la raison. Un peu, mais pas trop quand même. Pourquoi? Et là, je vous remémore, je vous renvoie à cette grande position de Hayek sur... je n'ai pas employé le mot la fois dernière, mais lui ne l'utilise pas non plus. D'ailleurs, c'est la théorie de la rationalité limitée. Ce n'est pas un mot de lui. C'est d'autres auteurs du XXe siècle qui ont employé cette expression. Mais en gros, c'est la théorie de la rationalité limitée et jointe avec sa théorie de la connaissance qui est fragmentée, qui est parcellaire et fragmentée. Donc,
la raison, elle n'est pas surplombante. Ce qui est surplombant, ce sont les indicateurs pris. Ça, c'est surplombant, les indicateurs pris. Alors, société civile, là, il faut renvoyer à Foucault. Je ne vais pas rentrer dans un grand détail, je vais donner quelques indications minimales. Et là, il faut renvoyer à Foucault les cours au Collège de France dont j'ai parlé la fois dernière. Pourquoi cette notion de société civile émerge au XIXe? Elle découle de deux choses concomitantes, dit-il. La première, c'est la généralisation de la contractualisation dans la société, puisque cette société, elle est composée d'individus aux volontés autonomes qui contractualisent entre eux, tous azimuts. Et cette contractualisation, elle ne concerne pas seulement l'organisation politique et les institutions, mais aussi l'ensemble des relations sociales ou communautaires ou associatives, l'ensemble des relations sociales. C'est le premier élément, la généralisation de la contractualisation. Et le deuxième élément qui débouche sur cette notion de société civile, dit Foucault, c'est le fait que l'État, dans ces nouveaux domaines de la contractualisation, le communautaire, l'associatif, etc., dans ces nouveaux domaines, l'État n'a pas du tout la même légitimité que dans le domaine des institutions. Et donc, il a besoin, l'État, pour gérer la société, administrer la société, conduire la société, il a besoin de cette notion de société civile. Et grâce à cette notion, il peut s'adresser aux personnes à la fois en tant que citoyen et en tant que personnes privées qui contractualisent dans tel domaine ou dans tel autre. Et leur appliquer les règles, les règlements, les procédures qui sont prévues dans les deux domaines. Voilà, quand vous aurez le résumé de naissance de la biopolitique, vous trouverez tout cela. J'y consacre, enfin, je résume ça en quand même un certain nombre de pages. L'égalité maintenant, 3 points. Toujours le premier point qui est le point, disons, préjudiciel, c'est d'abord, il faut dire, égalité formelle. Le néolibéralisme ne se situe pas sur le terrain de l'égalité réelle, mais de l'égalité formelle. C'est l'égalité face au droit et à la loi. Et pour le néolibéralisme, cette égalité est parfaitement compatible avec la lutte contre toutes les formes de discrimination, bien entendu. Là, le néolibéralisme n'a pas d'état d'âme par rapport à ça, n'a pas de gêne particulière. Nous pouvons le voir d'ailleurs. Les politiques de lutte contre tout un tas de discriminations dans la société que nous connaissons, vaille que vaille, elles se développent. On pourrait chipoter sur le suivi, la mise en œuvre, toujours pareil, sur la réalité du terrain, mais en ce qui concerne les déclarations d'intention, les lois, etc., le néolibéralisme n'est pas vraiment avare de lois dans le domaine des discriminations. Simplement, ça reste souvent
des déclarations d'intention et ça ne donne pas toujours lieu à des politiques de lutte réelle contre les discriminations. Bon, ben, il n'y a qu'à voir par exemple la question des quartiers, ou bien l'égalité homme-femme, ou bien l'égalité, enfin la lutte contre les inégalités au sein de l'école. Tout cela a fait l'objet de multiples déclarations d'intention, mais au final, c'est pas vraiment convaincant. Autre notion clé phare du néolibéralisme, c'est la notion d'état de droit. Il s'agit là aussi mise au point, ou disons précision de départ importante, il s'agit d'un état de droit réduit aux seules fonctions régaliennes, dans le principe. Toutes ces fonctions régaliennes qui sont destinées à garantir la circulation des marchandises et l'exécution des contrats. Regardez la panique quand les gilets jaunes bloquent, je ne sais pas quoi, des ronds-points, des marchés d'intérêt nationaux, enfin bloquent des tas de trucs. Pardon ? Des raffineries, et ainsi de suite. Bon, c'est la grande panique. Donc le néolibéralisme, je le redis, parce que c'est un sujet de méprise, d'incompréhension, il ne se propose pas d'éliminer l'État, mais d'en prendre le contrôle. Ce n'est pas pareil. Il en prend le contrôle et il entretient les marchés avec lui, la main dans la main. Quand je dis le néolibéralisme, je devrais dire les entreprises. Les entreprises vous les prenez au niveau individuel et vous allez jusqu'au niveau collectif, jusqu'au MEDEF si vous voulez, peut-être. Voilà. Donc c'est ça, hein, c'est les entreprises à tous les niveaux, et surtout, sans doute au niveau du MEDEF. Et troisième point sur l'état de droit, il se décline au niveau international. Donc on ne peut plus dire état de droit, bien entendu, là c'est plus un état, hein. Ce sont des organisations internationales. Donc là ce sont des institutions de droit internationales, donc le FMI, la Banque mondiale, etc., qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on va dire, un peu avant d'ailleurs, mais surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont élaboré une multitude d'usines à gaz. Une multitude d'usines à gaz. Hein. Chacune de ces organisations a élaboré chacune une multitude d'usines à gaz. C'est un monde dantesque, cette affaire-là, et elles deviennent, ces organisations internationales, des lieux de création d'États. Vous voyez ce que je veux dire? Elles deviennent des lieux de création d'États qui sont eux-mêmes, ces États créés par les organisations internationales, créateurs de marchés. Les organisations internationales deviennent des lieux de création d'États créateurs de marchés. Le système se mord la queue. On peut donner un exemple, hein, ça s'appelait les plans de réforme structurelle du FMI. C'est le plus connu, mais il y en a d'autres. Mais le plus connu, c'est les plans de réforme structurelle du FMI. Pour avoir des milliards, il fallait s'engager à privatiser, enfin il fallait s'engager
je ne vais pas vous dire dans le détail, mais enfin il fallait s'engager à faire progresser le néolibéralisme, soit par la privatisation, soit par des institutions diverses et variées. L'espace idéologique et médiatique maintenant, je vais là être moins substantiel parce que Maria Donzelli va y consacrer une conférence entière. Juste quelques réflexions éparses, histoire de prononcer des mots ou des expressions magiques, des mots magiques. Donc là, ici, c'est le monde de la liberté d'expression. Mais si, c'est l'univers de la liberté d'expression. C'est l'univers de la liberté de la presse. Mais si. Et c'est l'univers de l'indépendance des journalistes. Et ceux d'entre vous qui dodelinent de la tête ont l'esprit tordu, complètement. Vous avez déjà vu la tête qu'ils font, les chiens de garde, quand on les titille sur ces 3 points. Vous avez déjà vu, hein, sur les plateaux de télé. Hein, ils perdent leur sang-froid. C'est impossible. On ne peut pas. Il ne sera pas dit qu'ils ne sont pas indépendants, qu'il n'y a pas de liberté d'expression, qu'il n'y a pas de liberté de la presse. Ça ne sera pas dit. Il faut que je prononce un mot, c'est think tank. Think tank. Dans le monde entier, il y en a aux alentours de 3000, la moitié aux États-Unis. Quel est le grand think tank dont j'ai prononcé le mot le mois dernier? C'est la Société du Mont Pèlerin, du citoyen Hayek. Voilà. Cette Société du Mont Pèlerin, il faut la reciter encore une fois, parce qu'elle a induit plusieurs dizaines de think tanks de par le monde, extrêmement importants et puissants, à elle seule, mais souvent jamais revendiqués comme des think tanks plus ou moins induits par la Société du Mont Pèlerin. Je vous jette à la face d'autres choses, mais dans un désordre complet. Femme actuelle. Pour moi, c'est un grand acteur de l'espace idéologique et médiatique, le chasseur français. Je prends des choses improbables, bien entendu. Donc c'est un truc pour les femmes et un truc pour les hommes. Bon, la PQR, presse quotidienne régionale. Je vous renvoie à un petit opuscule aux éditions Raison d'Agir sur la PQR. J'ai oublié l'auteur. Les magazines hebdomadaires, les revues intellectuelles diverses et variées. Quand vous êtes à la librairie Masséna, vous avez quelque chose comme une bonne vingtaine de revues intellectuelles juste en haut de l'escalier. Et en bas et en haut de l'escalier. Hein? Quand vous commencez à monter l'escalier sur la gauche, et quand vous avez fini de monter l'escalier, vous cognez contre un présentoir où vous avez au moins, quand je dis 20, c'est sûrement plus que 30. Donc ça, là, ça circule, les idées dominantes circulent pas mal là-dedans. La presse sectorielle, la presse des entreprises, etc. Les gratuits. Donc les gratuits, quand quelque chose est gratuit, quelqu'un dit ça, je ne sais plus qui, j'ai oublié, quand quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous la cible. Je ne sais plus qui a dit ça, mais je ne l'ai pas oublié. Mais il ne faut pas oublier d'autres institutions. Je vais en citer 2 que vous connaissez. Le CUM, l'UNIA. Voilà des usines à production d'idées dominantes.
Chomsky parle dans ce domaine, il a fait un livre qui porte ce titre d'ailleurs, La fabrication du consentement. Je vais juste faire un commentaire. Il ne dit pas la fabrique du consentement. Je pense que rien que ce commentaire dit beaucoup de choses. La fabrique, eh bien, il y a une question qui viendrait tout de suite, la fabrique. Donnez-moi l'adresse. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, c'est la fabrication. C'est un processus, un réseau, un système, je ne sais pas quel est le meilleur terme à employer. Bon, vous avez Alain Beer, j'ai parlé tout à l'heure, qui lui parle de novlangue. Il faut aussi mentionner l'éducation nationale. Au moins à 2 niveaux. Le premier, bon, sûrement à plein de niveaux, mais je vais juste en prendre 2. C'est l'état d'esprit général qui préside à la relation entre les élèves. C'est l'organisation de la compétition, l'évaluation. J'aurais dû commencer par dire le fait qu'il y ait toute une série étagée de structures d'enseignement. Les grandes écoles, le lycée général, le lycée professionnel, l'apprentissage, etc., etc. Bon, là, j'arrête là. Bon, ça, c'est la première chose. Puis après, vous avez les programmes. Les programmes. Un exemple. Les programmes de sciences économiques et sociales viennent d'être révisés. Eh bien, je peux vous dire que les professeurs de sciences économiques et sociales sont, enfin, les professeurs, la majorité en tout cas, sont vent debout contre ces nouveaux programmes. Et qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, qu'il y a tout un tas de questions, enfin, une manière d'aborder l'économie qui est acritique, qui ne permet plus de parler d'un certain nombre de choses qui fâchent. Je ne rentre pas dans les détails. Et puis enfin, l'espace politique. Bon, là, l'espace politique, je vais retenir une grande opposition, me semble-t-il. On pourrait dire plein de choses, évidemment, on pourrait faire une conférence entière là-dessus, mais qu'est-ce que je vais retenir? C'est une grande opposition entre démocratie représentative et démocratie, je vais dire, populaire. J'ose l'expression, qui sent le soufre, mais bon, si ça ne vous plaît pas populaire, on va dire démocratie participative, si ça ne vous plaît pas. Mais moi, ça me plaît plus démocratie populaire, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est ça la grande opposition. Regardez sur les plateaux de télé, quand il y a eu des gilets jaunes qui se sont présentés sur les plateaux, qui ont été invités et qui développaient leurs idées. Et moi j'ai été frappé. Les chiens de garde, qu'est-ce qu'ils leur disaient souvent? Mais vos idées là, c'est bon, d'accord, liberté de penser, liberté d'expression, mais présentez-vous aux élections. Présentez-vous donc aux élections si vous osez, et après on en reparlera. Voilà, donc démocratie représentative, démocratie populaire. Le rôle de la première, aux yeux des néolibéraux, c'est de faire en sorte que les marchés puissent fonctionner comme ils doivent fonctionner, comme ils veulent qu'ils fonctionnent. C'est d'organiser aussi la consommation. Il y a une part d'État-providence incompressible, évidemment. Il faut organiser à minima la consommation. Aujourd'hui même, on voit fleurir le thème du revenu universel. Revenu universel.
qui séduit dans une large partie de l'opinion, mais qui est en fait un piège, une machine infernale, parce que une fois que ce revenu universel existe, eh bien après, débrouille-toi. Dans sa version la plus hard, ce revenu universel, il n'y a plus de protection sociale. Dans la version la plus hard, américaine on va dire. Voilà, sur l'espace politique, je rementionne à ce propos, parce que je trouve qu'il est important, le livre de Wendy Brown, Défaire le démos. Elle parle de ça dans son livre, c'est passionnant, donc je n'en dis pas plus et je renvoie à ce qu'elle peut dire. Je change d'angle, je change de centration, je passe au sujet néolibéral. Donc ça veut dire là, le sujet, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, c'est l'individu plus le pouvoir plus la soumission, le pouvoir au sens de soumission. Alors, le sujet néolibéral, c'est un sujet qui est régi de part en part, dans tous les domaines de son existence, par une logique unique, qui est celle du marché, de la concurrence et de l'entreprise. Ça, je l'ai déjà dit. C'est la conséquence, comme je le disais, du fait que le néolibéralisme se veut une doctrine explicative générale. C'est un changement majeur par rapport à ce que nous avons pu connaître dans les années, on va dire, 60-70. Dans les années 60-70, le sujet de l'époque, il est confronté à différents référentiels. Il y a la religion, il y a la famille, il y a même éventuellement la famille-entreprise, enfin la communauté d'entreprise, les syndicats, les partis, etc. Il y a toute une variété de sphères au sein desquelles l'individu de ces années-là peut trouver une socialisation et trouver des socialisations diverses, concurrentes, complémentaires, etc. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Aujourd'hui, toutes les sphères sont dominées par le thème du sujet entrepreneurial. Entrepreneurial. Bon, il y a toute une série de lieux de socialisation que j'ai mentionnés qui sont réduits à peu de choses aujourd'hui, malheureusement, comme les partis, les syndicats, la religion, ça on ne va pas s'en plaindre, enfin pas moi en tout cas, mais aujourd'hui, ce qui domine, c'est les sphères qui sont régies par la logique entrepreneuriale. Quels sont les mots-clés ou les séries sémantiques auxquelles on est confronté dans ce cadre-là? Eh bien, c'est la crise. Ça, ce mot de la crise, je pense qu'on le trouve partout. Quel que soit le sujet dont on parle, il y a toujours un petit côté crise. Toujours. Chômage, bien sûr. Mondialisation. Je devrais l'associer avec l'Europe, bien entendu, hein, qui est une structure qui joue le même rôle que la mondialisation. Et puis, précarité. Le mot précarité
est très très souvent employée. Cette série sémantique, regardez, vous allez la trouver dans tous les domaines. Pas seulement dans le domaine du monde du travail. C'est ça que je veux dire. C'est pas seulement quand on parle du monde du travail, pas du tout. Hein. Bien sûr, le monde du travail, ça va de soi. Mais dans tous les autres domaines. Je vais vous proposer la citation de... comment elle s'appelait la présidente du MEDEF, là, je l'ai quelque part. Je vais vous la citer. Parisot, la fameuse citation de Parisot, je l'ai là. Elle va arriver dans un petit moment. Le sujet néolibéral dans l'entreprise, par exemple, on va se concentrer là-dessus. Eh bien, il est confronté en permanence à un monde de compétition, bien entendu, compétition de son entreprise avec les autres, compétition entre lui et les autres salariés de l'entreprise. Les autres, moi je dis salariés parce que je suis ringard, mais quand on est moderne, on ne dit pas ça. On dit collaborateur, bien entendu. Hein? Et dans ce monde, eh bien, le sujet néolibéral doit se faire, disent Dardot et Laval, il doit se faire expert de lui-même, employeur de lui-même, inventeur de lui-même, entrepreneur de lui-même. L'économie devient, disent-ils, une discipline personnelle. Donc elle est sortie de l'économie, est sortie de l'économie et elle a subverti la vie privée. Citation de Margaret Thatcher ici. Elle est peu connue et elle mérite d'être connue, plus que l'autre. Economics are the method. The object is to change the soul. Alors je traduis puisque l'économie est la méthode, l'objectif est de changer l'âme. 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 Paix à votre âme. Donc, l'économie est la méthode, l'objectif est de changer l'âme. Ce pourrait être le sous-titre de cette conférence. Hein. Economics are the method, the object is to change the soul. Alors, les mots qui... C'est comme au bal-trap, les mots qui sortent, qui sont en circulation un peu partout, c'est quoi? C'est motivation, compétence, performance, projet, normalisation des procédures, décentralisation, évaluation, tableau de bord, audit, individualisation. L'individu, dans ce contexte, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit bander son énergie pour rester dans la course. Ah non, mais il ne recule devant rien. Hein. Il doit se motiver. Là, c'est un peu banal, c'est un peu bas de gamme comme formule, se motiver. Il doit s'impliquer, mais à fond. Sinon c'est nul. Hein. Il doit s'appliquer à fond. Il doit se donner sans réserve. Et il doit, là c'est les intellos qui doivent dire ça, il doit se transcender. Et là, ça se résume de la manière suivante. Quel est le commandement général? Le commandement qui résume tout ça, c'est « aide-toi toi-même, le marché t'aidera ». On a quand même le droit de faire appel à des coachs. Hein. Mais oui, il y a un marché pour ça. On n'est pas livré à nous-mêmes. Alors, ajoutons une chose.
donc la société est faite d'entreprises, elle est composée d'entreprises. Mais l'entreprise elle-même, elle est composée de toutes les entreprises que constituent ses salariés. Chaque salarié est à lui seul une entreprise. Il est entrepreneur de lui-même. Et donc, c'est les entreprises à tous les étages. Il ne faudrait pas croire que cela s'arrête dans l'esprit des néolibéraux. Cela ne s'arrête pas à l'entreprise, à la SARL, si vous voulez. Non, ça descend en dessous. C'est tous les salariés sont eux-mêmes une entreprise. Ils maximalisent leur capital humain. Leur employabilité. Leur employabilité. Leur employabilité. Résultat général, donc je suis sur le sujet, je ne suis pas sorti de mon sujet qui est le sujet. Le résultat général, c'est que eh bien, tout le poids de la complexité de la société et de la compétition qui la caractérise, qui l'innerve, tout ce poids repose sur le sujet et lui seul. Et lui seul. Voilà. Et avec pas un paradoxe, mais quelque chose d'extraordinaire, c'est que cet individu qui fait l'objet d'évaluation en permanence, et le niveau N+1, ah oui, j'ai oublié ça, mon N+1, dans l'entreprise, j'ai oublié de parler du N+1. C'est le chef de proximité. Et le N+1, il a son propre N+1, etc. Donc, cet individu sur qui repose tout, sur qui tout se concentre, il fait l'objet d'évaluation, son N+1 aussi, et le N+1 du N+1 aussi, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et quel est le bout de cette chaîne infernale d'évaluation? Quel est le bout? Ce sont les agences de notation. Ce sont les agences de notation. Les gouvernements, la direction du Trésor au ministère des Finances, que croyez-vous qu'elle a comme obsession? Ce sont les agences de notation. Le coût de la dette, il dépend de ça, par des mécanismes que j'ignore, hein, évidemment, et je ne veux pas le savoir. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Les grandes entreprises, elles ont l'œil rivé sur la note que leur attribuent les agences de notation. Les collectivités territoriales, qui sont des établissements publics, des institutions publiques, elles ont l'œil rivé sur les agences de notation qui les notent. Elles sont notées par les agences de notation. Et donc, vous imaginez tous les effets en cascade. Ça arrive jusqu'à nous. Bon, voilà. On pourrait évidemment épiloguer à l'infini. Les pathologies. Et la citation de Parisot. Ah oui, de Parisot. Ah, non mais elle va venir, à moins que je l'ai sautée. Je vais... La citation. Bravo! Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait... Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait en un mot... Oh, elle a dit des conneries. Non, non, mais celle qui est la meilleure, c'est... on se sépare et... Alors, Parisot, 2005, dans le Figaro. Merci de m'avoir rappelé quand même, parce que je vais faire un commentaire. Alors elle dit, dans le Figaro, « La vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ?» Je m'en souviens de ça, c'était trop long. Parler de l'amour, je m'en souviens. Après, le travail, je me rappelle. La longueur de vie, l'amour, tout ça, c'est pas... c'est incertain. Je répète, la vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail échapperait-il à cette loi? C'est terrible. Alors, quel est le commentaire
qu'à mon avis on peut faire et qui est extrêmement intéressant. Allez, moi je me souviens quand elle a dit ça en 2005. Hein, on s'en souvient sûrement tous. Et je me souviens aussi que cette foucade a été interprétée, commentée, y compris à gauche d'ailleurs, comme une foucade, un dérapage. Décidément, ces patrons, ils sont vraiment très cons. Voilà. Eh bien, il faut dire, c'est là le commentaire que je veux faire, il faut dire que ce n'est pas un dérapage. Il faut dire que ce n'est pas un dérapage. Pourquoi? Parce que là, quand elle dit ça, Parisot, elle reprend une étude qui a été publiée par François Ewald et Denis Kessler. Alors, Denis Kessler, il est connu parce qu'il a dit que l'objectif était de mettre à bas tous les acquis du Conseil national de la résistance. Il ne l'a pas dit comme ça, hein, mais c'était presque ça. Il a dit ça il y a un certain temps, il y a au moins une dizaine d'années. François Ewald, il est beaucoup moins connu. C'est un spécialiste des assurances, des taux actuariels bruts, et qui conseille le MEDEF depuis de très longues années. Très très longues années. Et ces deux-là ont publié un article en 2000, 5 ans avant Parisot, dans le débat numéro 109. Et dans cet article, il thématise tout un tas de choses, et en particulier, il thématise la distinction entre riscophile et riscophobe. Riscophiles, ce sont les dominants courageux, tout ce que vous n'êtes pas, et les riscophobes, ce sont les dominés frileux. C'est nous, quoi. C'est nous. Et les auteurs, dans leur article de 2000, ils voyaient comme condition à la refondation sociale l'augmentation du nombre des riscophiles et la diminution de celui des riscophobes. Et 5 ans après, voilà ce que dit Parisot. Donc, pourquoi je me concentre sur ce commentaire-là? C'est pour dire que tous ces messieurs-dames, quand ils ont comme ça des déclarations qui paraissent pas sérieuses, des dérapages, non. Ce ne sont pas des dérapages, ils ont lu et bien lu les productions de leur think tank et ils se les sont appropriées, et voilà, ils tentent une sortie en race campagne dans les médias pour dire ça. Elle n'a pas été déçue, bien sûr, Parisot, par les réactions. On ne l'a plus entendu, ça, ce thème-là, n'est plus revenu. Dans le grand public, j'entends. Hein, il est toujours présent dans les revues intellectuelles, bien entendu. Mais dans le grand public, c'est terminé. Mais Parisot a tué le sujet. Elle a tué le débat là-dessus. Bon, je peux passer aux pathologies maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on va dire si, malgré tous les efforts qu'il a déployés, le sujet néolibéral est en échec? Là, vous avez la réponse, hein, je l'ai employé plusieurs fois. Donc, il a mal interprété les signaux du marché. Il faut insister encore et toujours parce que c'est l'idée clé qui régit l'immense majorité de la production. Il a tout faux. Le sujet néolibéral en échec, il a tout faux. C'est la raison pour laquelle le chômeur, tout de suite, il faut lui proposer
des plans de l'accompagnement, des plans des stages de formation, etc. Bon, voilà. Puisque s'il est au chômage, c'est qu'il est complètement à la masse, quoi, hein. Donc il a besoin d'aide. Il n'a pas traversé la rue. Il n'a pas traversé la rue. C'est pour l'aider à traverser la rue. C'est pour l'aider à traverser la rue. Ici, je signale une grande ressource, une grande et belle ressource, de Christophe Dejour. Souffrance en France. Souffrance en France. 2006 au Seuil. Je n'en dis pas plus, ce serait trop long, mais très belle référence. J'en viens à quelques grands constats de Dardot et Laval, qui sont, vous le voyez, parmi mes références, sûrement la principale. Le premier constat, disent Dardot et Laval, dans la société, sur les sujets dans la société, c'est l'extraordinaire croissance des risques psychosociaux. Donc le stress, le harcèlement au travail et les suicides. Je ne fournis pas de statistiques. Ils sont mis en relation, ces risques psychosociaux, ils les mettent en relation avec l'intensification du travail, l'individualisation de la responsabilité dans la réalisation des objectifs. Donc ça c'est downsizing. Downsizing, traduction. Ben, downsizing, c'est faire baisser la structure de référence. La taille des organisations, mais pas la taille des organisations. Il ne s'agit pas de faire baisser la taille de Total. Il s'agit de faire baisser la taille de l'organisation au niveau de laquelle va se situer la responsabilité, la décision. Décentraliser. Décentraliser. Disons décentraliser. Les effets de ce que je dis là sont accentués par l'affaiblissement des collectifs de travail. On pourrait dire aussi par l'affaiblissement des organisations collectives du travail, l'isolement des salariés dans les collectifs de travail. Ils sont en concurrence entre eux. Je cite Dardot et Laval. Lorsque le sujet managérial a lié son narcissisme à la réussite conjuguée de soi et de l'entreprise dans un climat de guerre concurrentielle, le moindre revers de fortune peut produire des effets d'une extrême violence. Donc quand on a tout misé sur sa propre réussite personnelle, incluse dans la réussite de l'entreprise. Et que, quelque part, il y a un grain de sable qui s'ajoute, qui intervient à son propre niveau individuel, ou bien au niveau de l'entreprise, et donc, en fin de compte, au bout du bout, à un moment donné, à son propre niveau, eh bien, tout se dérègle dans ce système-là. Mais qu'en disent les manuels des grandes écoles, là aussi c'est la littérature qui vaut le détour, eh bien ils disent que ce sont des épreuves qui font grandir. La sagesse populaire, elle a une autre formule, tout ce qui ne tue pas renforce. Les manuels des grandes écoles, épreuve qui fait grandir. Dardot et Laval insistent aussi sur la disparition du temps long dans cette société néolibérale et dans l'entreprise. Je les cite, « Le travail n'offre plus un cadre stable, une carrière prévisible, un ensemble de relations personnelles solides. C'est l'instabilité des projets et des missions, la variation continuelle des réseaux et des équipes,
le monde professionnel devient une somme de transactions ponctuelles en lieu et place de relations sociales impliquant un minimum de loyauté et de fidélité. Tout est toujours à recommencer, il faut toujours faire et refaire ses preuves, repartir à zéro, c'est le chaos relationnel et psychique. Dans ce contexte, le diagnostic de dépression est à la hausse. Christophe Dejour a observé une multiplication par 7 entre 1979 et 1996, en une grosse quinzaine d'années. Une multiplication par 7. Là, on peut dire, c'est la face sombre de la performance. Je performe, mais bon, quand ça ne marche plus, ça marche vraiment plus. Le remède, ça aussi, augmentation, c'est le dopage. La société française, je n'ai pas de chiffres, mais vous connaissez ça sans doute, la société française est connue parce que il y a des millions et des millions de gens, enfin il y a un taux de dopage extrêmement élevé. Je ne l'ai pas, hein. Alors, pour conclure, je conclus, là ici c'est la conclusion de la conférence d'aujourd'hui. Dardot et Laval se demandent comment on peut sortir de cette situation. Et ils convoquent un concept qu'ils ont repris à Michel Foucault. Donc toujours pareil, hein, les deux cours du Collège de France, dont je parle toujours, c'est le concept de contre-conduite. 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 Concept élaboré par Foucault dans sa leçon du 1er mars 1978, dans Sécurité, territoire, population. De quoi s'agit-il? Foucault, dans cette leçon, il parle du pastorat. Là, on est au Moyen-Âge. Il parle du pastorat. Et alors le pastorat, c'est toute une série de conduites qui sont suggérées, fortement suggérées au Moyen-Âge par l'Église assez fidèle. Ou éventuellement d'ailleurs assez aux moines dans les établissements du clergé régulier. Donc, de quoi s'agit-il? Contre-conduite, c'est quoi? Eh bien, Foucault explique que ce sont des révoltes ou des résistances de conduite. Il hésite dans son cours sur la manière de parler de ça. Il n'est pas... Le concept, il vient de le forger, il est en train de le forger, et il le propose à ses auditeurs. Révolte, résistance de conduite, qui sont, dit-il, comme des corrélats du mode de pouvoir pastoral. Et il parle aussi, un petit peu après avoir parlé de résistance de conduite, il emploie le mot de contre-conduite. Il s'agit, à travers ça, d'échapper à la conduite imposée par les autres et de chercher à définir soi-même, pour soi-même, une autre conduite, une autre manière de se conduire vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Donc voilà le nœud
de la définition. C'est pour ça que Foucault, finalement, finit par dire contre-conduite. Je me donne des repères nouveaux, je me définis des conduites nouvelles qui ne sont pas celles qu'on essaie de m'imposer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Conduites qui me concernent moi, mais qui concernent aussi ma façon de me conduire avec les autres. Et Foucault pense que la subjectivation, assujettissement que constitue l'ultra-subjectivation du néolibéralisme, eh bien il faut lui opposer une subjectivation par les contre-conduites. Ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est une ultra-subjectivation, puisque j'ai décrit toute une série de systèmes et de dispositifs qui font que toutes les pressions finissent par se concentrer sur le sujet. Donc, ultra-subjectivation, mais qui est une ultra-subjectivation assujettissement. Donc, je relis. La subjectivation assujettissement que constitue l'ultra-subjectivation du néolibéralisme, il faut lui opposer une subjectivation par les contre-conduites. À la gouvernementalité néolibérale comme manière spécifique de conduire la conduite des autres, il faut donc opposer un double refus non moins spécifique, refus de se conduire vis-à-vis de soi-même comme entreprise de soi, je l'ai longuement évoqué, et refus de se conduire vis-à-vis des autres selon la norme de la concurrence. Alors, quelle est l'idée qui est derrière ça? C'est l'idée d'inventer, de développer, de chercher autre chose, des rapports de coopération, de partage, de mise en commun, par exemple de communication du savoir, d'assistance mutuelle, de travail coopératif, rompre avec le toujours plus. Voilà, là je suis en train de vous faire un résumé à la volée de la conclusion du livre de Dardot et Laval qui s'appelle « Commun ». Commun. Commun. Ce qui est commun à tous. Hein? Commun, c'est le titre de leur livre. Et comment résument-ils tout ça? Ils disent ce qu'il faut rechercher, c'est essayer de définir une nouvelle raison du monde. Et cette nouvelle raison du monde, c'est le commun, disent Dardot et Laval. Là, je pense que c'est une très bonne façon de conclure cette conférence sur le sens commun du néolibéralisme, parce qu'elle est quand même positive et constructive, elle n'est pas très concrète, je l'admets, mais elle est positive et constructive. Et puis, il y a des choses dans la réalité autour de nous. Je vais prendre des exemples. Les AMAP. Je vois des individus dans cette salle qui sont dans une logique du commun. Les AMAP, c'est circuit court, on se connaît, peut-être pas à 100%, mais quand même, on connaît le produit. Disons, une grande partie des producteurs connaissent une grande partie des consommateurs et réciproquement, on se rencontre le jeudi après-midi à la gare de Riquier, par exemple, voilà, circuit court. Des choses de ce genre. Et toutes les petites choses que l'on peut voir d'ailleurs dans les médias, j'ai relevé ça,
les médias ne sont pas avares de rendre compte de ces petites choses-là, qui consistent à mettre en commun. Très souvent, dans les médias, on voit ce genre de choses. Donc voilà, je m'en tiens à l'idée de commun, je ne rentre pas dans le détail. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est conclure mes 2 conférences de janvier-février. Et je vais vous proposer un schéma. Donc ce schéma, ça consiste à tenter, à proposer une définition du capitalisme à l'ère néolibérale. Alors, je vais distinguer 3 sphères. La première, vous l'avez sous les yeux. Je ne sais pas si vous lisez vraiment. Oui, mode de production. C'est le mode de production. C'est l'entreprise comme acteur central. Et les mots de cette sphère, je les ai employés, peut-être pas... Non, je ne les ai pas tous employés. Propriété privée, salariat, marchandises, exploitation, plus-value, profit, chômage, précarité, crise, mondialisation, financiarisation, point de suspension, évidemment. La dette. Oui, la dette, etc., etc. La deuxième sphère, c'est la sphère des institutions juridiques et politiques. Ici, l'acteur clé, c'est l'État. Et puis, quelques mots-clés, droit, constitution, démocratie, république, élection, débat, public, justice. Bon, la liste, elle est infinie. Troisième sphère, c'est l'appareil idéologique et médiatique. Et là, on ne va pas trouver un acteur clé pour faire parallèle avec l'entreprise et l'État des sphères précédentes. Non, ce que l'on va trouver, c'est un concept qui est celui d'hégémonie. En tout cas, c'est celui que moi je propose de retenir comme concept qui organise l'ensemble. Alors, des mots-clés, ou des mots-clés ou des mots, enseignement, recherche, haute fonction publique, édition, médias, cadre dirigeant des entreprises, plutôt quand même des grandes entreprises, on va dire, les églises, j'ai oublié les think tanks là-dedans, bien entendu, j'ai oublié beaucoup de choses. Ces sphères sont travaillées par une tension chacune. La sphère du mode de production, ce qui la travaille, c'est la tension entre l'oligarchie financière et l'ensemble des travailleurs. Là, je dirais l'ensemble des travailleurs, c'est-à-dire que j'y mets, j'emploie le mot à bon escient, c'est-à-dire que j'y mets les salariés, c'est très clair, mais j'y mets aussi les commerçants, les artisans, les responsables des TPE, les petits agriculteurs, voilà, même de certaines PME d'ailleurs, hein, de beaucoup de PME, je pense. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Je considère qu'aujourd'hui, les salariés ne sont pas du tout les seuls à être exploités. Ils sont aussi exploités autrement. Les commerçants, les artisans, les PME, etc. Bien entendu, ils se la pètent grave, ils sont profession indépendante, etc. etc. Profession libérale, etc. Bien entendu. Bien entendu. Et les auto-entrepreneurs, tiens, je n'ai pas employé cette expression, elle m'a échappé. C'est fou le nombre de choses qu'il aurait fallu dire. Donc, bien sûr, ils sont à 1000 lieues d'une connivence politique, intellectuelle, idéologique avec les salariés. C'est très clair, c'est très clair. Mais
Il n'empêche que, objectivement, eh bien, ils sont dans le même bateau que nous. Et ce que je dis là, c'est porteur de conséquences politiques immenses. Alors, la tension de la deuxième sphère, eh bien, c'est démocratie représentative, démocratie populaire. Je l'ai déjà évoqué. Et la tension de la troisième sphère, et là j'en vois qui rigolent bêtement, ils ne devraient pas, c'est, ben oui, là j'ai retenu une formulation complètement gramscienne et arbitraire, c'est sens commun contre philosophie de la praxis. Donc sens commun, c'est le titre de ma conférence, j'ai le droit de l'employer quand même. Hein, et philosophie de la praxis, eh bien, je vous renvoie, je n'en dis pas plus, je vous renvoie à l'année dernière. Je donne un nom à ces différentes sphères. Pour moi, je pense qu'on peut dire que la première sphère, c'est la sphère génératrice. La sphère génératrice. La logique de tout part de là. C'est mon côté marxiste qui parle, bien entendu. Sphère génératrice. La deuxième sphère, c'est la sphère ordonnatrice. J'emploie ce mot avec le même sens que l'emploient les ordolibéraux allemands. Confère la conférence du mois de janvier. Et puis, la sphère intégratrice. Là, c'est la sphère de la violence symbolique. C'est la sphère de la violence symbolique. C'est la sphère de notre servitude involontaire. Merci. J'étais moins long que la fois dernière, Oui, un peu, mais oui. on a commencé plus tard, donc voilà. Je pense que ce schéma-là, il faut le voir comme un moteur d'inférence. Il ne faut surtout pas en faire un dogme. Hein. C'est un outil pour aider à penser. Il ne faut pas en faire plus que ça. Hein. Il ne faut pas hésiter à lui secouer le cocotier, évidemment. C'est clair. Hein, c'est clair. Mais je pense que tel quel, d'abord, je pense qu'il résume mes deux conférences, il les intègre dans un schéma unique, et puis ensuite, il pourrait être utilement médité par plein de gens. Plein de gens. Voilà.